Moi, président, il n'y aurait plus de liste d'attente chez Rolex. Moi, président, vous auriez tous pu acheter une Moonswatch. Moi, président, le salon Watch & Wonders serait ouvert à tous et gratuit pour tout le monde. Moi, président, tous les amateurs de montres seraient accueillis chez les AD avec bienveillance. Vaste programme. Lourde tâche, les amis. Pour autant, j'accueille Lucien, le premier, le seul, le vrai président, avec sa Rolex Day-Date, référence à 5 chiffres en or jaune. C'est parti pour la première allocution de petite montre de président entre amis. Salut Lucien, ça va? Salut Xavier, ça va super et toi? Grande forme? Nickel. Tu m'as l'air tout jeune, quel âge as-tu? 22 ans. 22. Impeccable les amis, il a donc pu voter pour la première fois. Comment va monsieur le président? Bah écoute, il est en grande forme? Super, ouais. Grand soleil, donc on est de bonne humeur. Je suis ébloui les amis, entre le soleil qui reflète sur le truc en or jaune. Alors t'es venu avec? Je suis venu avec, effectivement. Elle est là, vous voulez l'essayer? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis. Pour faire honneur à cette montre qui n'était toujours pas venue sur la chaîne, j'ai ressorti la Royal Oak 15300 ST cadran bleu pour te faire plaisir et pour me faire plaisir avant toute chose. Tiens. Alors effectivement, c'est pas le même format. Effectivement, ouais. Elle est jaune, elle est belle, elle est toute en or. Et les amis, on a... Me dites pas que je vais pas réussir à l'essayer. Ah. Aïe, 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 je pense qu'il va repartir avec. Elle est lourde, elle est en or et il a un poignet de poussin, les amis. T'as un tout petit poignet. Effectivement, ouais. 16,5, quelque chose comme ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Comment elle te va, la mienne? Faudra enlever quelques maillons. Et ouais, mais toi, t'en as d'autres de maillons d'ailleurs? Ouais. Ouais, j'ai tous les maillons, le set voilà. complet. Donc en fait, peut-être que je la garderai celle-là. Hein. Alors, raconte-nous, quand est-ce que tu l'as acheté, cette montre? C'est récent, comment ça s'est passé? Bah, c'est relativement récent. Je l'ai acheté il y a un petit peu plus d'1 an. Ouais. Je pense un an et demi. Oui. C'est une montre que depuis que j'ai commencé justement vraiment à m'intéresser aux montres, c'était une montre qui était dans mon esprit, ouais. À laquelle je voulais arriver un jour ou l'autre. Et il y a un moment, après avoir déjà acquis quelques montres, où je me suis dit que c'était le moment. En tout cas, je ne me voyais pas l'avoir en première montre. Et du coup, je me suis mis à rechercher une référence de Day-Date. Je me suis tout de suite tourné vers le vintage, parce que mes premières montres, c'était également du vintage. J'étais déjà un peu familier avec ces montres-là, avec ce feeling-là aussi qu'on a dans les mains, qui est assez différent des montres modernes. Et du coup, j'ai commencé mes petites recherches. Et au final, je l'ai acheté du coup à un professionnel qui est assez reconnu sur les groupes Facebook et en France. Ouais. Après quelques recherches, on m'en avait aussi proposé une autre qui me plaisait moins, puisque c'était la version avec, j'ai plus l'appellation exacte, mais avec les grosses aiguilles et les gros index. J'ai plus le nom en tête, mais du coup, ouais, j'ai préféré partir sur un modèle, on va dire un peu plus classique. Et là, on est sur la version vraiment classique de chez Classic. Forcément en or jaune? C'était ta cible au départ, parce qu'elle existe en or rose et en platine de mémoire? Ouais, c'est ça. Et en or blanc aussi. Sur les modèles vintage. Ouais. En soi, j'aime les trois modèles. J'aime l'or blanc, j'hésitais davantage entre l'or blanc et l'or jaune que l'or rose, du moins sur une vintage. Donc, et au final, je me suis dit, quitte à partir sur une Day-Date, autant partir sur vraiment... on va dire le modèle classique, celui qu'on a en tête quand on s'imagine. D'accord. Aiguille-moi sur un point. Ouais. Là, tu avais l'opportunité d'avoir une montre intégralement en métal précieux, puisque de mémoire, le bracelet dit président. Ouais. Enfin, le bracelet président, c'est le nom officiel aussi chez Rolex. C'est devenu le nom officiel. C'est devenu, ouais. Lui est en or, boîtier est en or. Mais c'était plus une montre en or que tu voulais, ou c'était une montre Day-Date? C'était une Day-Date. C'était une Day-Date. Attends, Day-Date au sens de la fonctionnalité. Non, au sens de ce modèle-là de chez Rolex, c'est Day-Date. Ok. Et justement, pourquoi? Une Datejust cannelée, bracelet jubilé, ça existe. Est-ce que ça existe, les amis, tout en or jaune? Sûrement. Ça a dû exister, en tout cas. Une Day-Date bracelet jubilé? Une Datejust. Tout en or? Ouais, ça existe. J'en ai vu passer également.
Pourquoi une day date? Parce que je suis une grande victime du marketing de Rolex et de toute l'aura qui est autour, et principalement de ce modèle-là. Et c'est une modèle, j'ai pas envie de spoiler l'adjectif que j'ai soigneusement préparé pour tout à l'heure, mais c'est un modèle qui a une aura vraiment particulière, qui pour moi est le modèle, on va dire, un peu le plus entre guillemets prestigieux de la gamme de Rolex. Je pourrais mettre aussi la Cellini aussi un peu à ce niveau-là, mais on est vraiment, pour moi, dans quelque chose de très élégant et vraiment avec une aura forte autour de cette montre. Donc pour moi, c'était vraiment cette montre-là et pas une autre montre en or. Quoi, Alors là, j'adore les amis parce que, vous voyez, il reconnaît qu'il subit, hein, et tu l'acceptes, la puissance et la force de frappe de Rolex. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on peut justement discuter de ce sujet sans tabou. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu disais, ouais, puis il y a d'autres modèles. Là, je me suis dit, tu vas me parler de la Daytona, de la Submariner, etc. Et là, Rolex Cellini, c'est presque l'underdog, c'est presque le modèle, non pas marketé par Rolex, mais soit marketé tellement différemment ou pas assez que en fait tout le monde s'en fout. Tu veux une bonne nouvelle sur la Rolex Cellini ou pas? Dis-moi tout. Les amis, est-ce que vous la voulez? On me dit à l'oreillette que tout le monde crie oui, oui, bien sûr, bientôt une Rolex Cellini, les amis, en or blanc. Et là, ça voudra dire quoi? Qu'avec la saison 3, on aura quasiment fait le tour de toute la gamme dans ce qui est globalement toujours au catalogue, parce que il y a, tu vois, une Day-Date Oyster Quartz, on n'en a pas eu par exemple. Tu vois, donc il y a toujours des choses à faire, sans parler des boîtiers asymétriques, des bubble back, des honeycomb et tout ce qui existe dans le vintage de Rolex. Ok, mais justement, le marketing sur ce modèle-là, c'est le modèle ultime de la réussite quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sport, on n'est plus dans l'abnégation personnelle, on est plutôt dans le capitaine d'industrie, etc. Et ça te fait kiffer à titre perso, ça? Ouais, moi j'aime bien l'image qu'il y a autour, ce truc-là un peu chef d'État, voire un peu dictateur presque, qu'on a autour de cette montre. C'est quelque chose auquel je suis sensible, et effectivement c'est pas une montre sportive. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui la démarque des autres montres professionnelles de Rolex. Et ouais, pour moi, elle est vraiment particulière. C'est un modèle, c'est une référence à 5 chiffres, c'est la 18 308 083 038. J'ai un petit doute, les amis. J'ai aussi un petit doute, mais je crois que c'est la 18 038. De quelle année? Elle est... alors, j'ai pas regardé les papiers en venant, mais je crois qu'elle est année soit 75, soit 85, l'un des deux, quoi. Attends, mais elle est dans un état, elle était dans un état de malade mental. Ouais. Exceptionnellement, là, avec le polymiroir sur les bords, elle est absolument superbe. J'ai pas l'habitude, les amis, de voir souvent comme ça soit des Datejust lunettes cannelées, soit des Day-Date. Donc je pourrais pas me prononcer sur la lunette, est-ce qu'elle est un peu ou pas polie, mais elle est absolument somptueuse. Est-ce à dire que tu la portes peu ou que tu es en plus un maniaque? Je suis pas du tout un maniaque. Ouais. Moi, je porte mes montres vraiment quand j'en ai envie. Je travaille beaucoup à un bureau, donc parfois ça tape sur le bureau et c'est pas grave. C'est la montre qui fait ça. Je la porte dehors, etc. Donc je suis vraiment pas un maniaque pour le coup. Je laisse mes montres vivre avec moi. Ouais. Et par contre, c'est pas une montre que je porte tous les jours. Parce que c'est facile quand même. Hein. Effectivement, c'est une montre qui se remarque beaucoup. Je la porte davantage en été, parce que c'est dur de ne pas résister avec le soleil, etc. Il y a des reflets qui sont vraiment magnifiques. Enfin, mais pour le coup, l'été, tu es peut-être plus souvent en manche courte, en chemisette, en t-shirt. Ouais. Et là, bam, tu te balades comme ça honnêtement, oui. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas un flippé, hein, que les choses soient claires, mais l'or se reconnaît, visuellement, etc. Il y a le cyclope sur ce modèle, donc assez vite, on peut comprendre, savoir, bien sûr. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est intéressant. Je vois que la date, le jour de la semaine est en anglais. Ouais. Est-ce que tu t'es interrogé sur le fait que tu pouvais la vouloir en français ou dans une autre langue, ou là tu as subi le fait que celle-ci était en anglais? Honnêtement, c'était pas un critère. Moi, ça aurait pu être en japonais, que ça m'aurait très bien plu.
Pour la simple et bonne raison que je ne regarde jamais l'heure sur mes montres. Et très souvent, je ne les mets même pas à l'heure. Et surtout, celle-là, enfin, il y a le simple quick set, mais pour vraiment la mettre à l'heure avec le bonjour, etc., c'est quand même un petit peu de temps. Quand tu dis simple quick set, référence à 5 chiffres, donc tu as le quick set pour la date, mais pas pour le jour de la semaine. Exactement, c'est ça. Okay. Donc ça demande un petit peu de temps quand même pour la régler correctement. Et même en général, vu que je ne regarde pas l'heure sur mes montres, là tu l'as mis spécialement à l'heure, à peu de choses près. J'ai fait l'effort, ouais. Nous sommes vendredi, les amis, et il y a écrit Friday. Et évidemment, tout le monde sait que Friday veut dire vendredi. Est-ce que tu sais si ça se change, ce disque des jours de la semaine? Je me suis pas renseigné là-dessus, je pense que ça doit être le cas, puis il y a le marché des pièces sur Rolex existe, donc il doit y avoir des disques qui... Ça doit être possible. Après, je me suis jamais renseigné sur la question, pour être honnête. Ouais. Bon, après, quand on regarde le boîtier, on a vraiment le boîtier le plus classique possible, hein, avec ce fond de boîte vissé, sans aucune inscription, rien. Ouais. Donc dans ton process d'achat, tu l'as acheté via un groupe Facebook, Rolex France ou Rolex Fan ou je ne sais quoi? Non, via un professionnel justement que tu as connu, que j'ai découvert justement via ces groupes-là et qui a une bonne réputation. Enfin, il y a beaucoup de monde qui lui achète des montres et qui a des bons retours. Et surtout dans le vintage, il a des très belles montres. Et je lui avais déjà acheté des montres auparavant. Donc j'ai fait appel à lui, quoi. Je lui ai fait part de mon souhait de ma recherche, que je cherchais une day-date vintage. Et voilà, quoi. Ok, donc tu l'as en full set. Ouais. Ça veut dire que tu as, on en a parlé tout à l'heure, les maillons additionnels, boîte papier. Ça, c'était vraiment ce que tu demandais? Ça avait de l'importance pour toi d'avoir tout ça? Je suis pas un maniaque avec mes montres, mais je suis un maniaque du full set. Donc, pourquoi? J'aime bien, surtout sur le vintage, j'aime bien avoir les boîtes d'époque, les papiers un peu vieillis, enfin tout ça. Tu trouves que ça fait partie du décorum, de l'apparat et du fait que tu as vraiment un objet d'époque? Ouais, c'est surtout que j'avais pas l'impression, c'est évident, j'avais pas le truc complet, mais pour moi, acheter une montre seule, il manque quelque chose, quoi. Ou même juste avec les papiers, je trouve que je me verrais pas. Comment elle est la boîte sur une des dettes? C'est la petite boîte verte? Non, elle est rouge. Dans mes souvenirs, c'est une boîte en cuir, alors du bois du coup recouvert de cuir, il me semble, et avec comme une languette? Ouais, comme une languette avec une boucle dessus, quoi. Ok. Ouais. Donc toi, ça t'intéresse de tout avoir, mais c'est pas non plus un truc astronomique en termes de taille. Non, après Rolex se sont jamais vraiment foulés sur les boîtes non plus, quoi. Donc non, moi c'est vraiment plus pour un aspect un peu collection. Je les expose pas chez moi non plus, elles sont rangées, etc. Donc non, c'est juste pour le fait de l'avoir, quoi. Je préfère avoir vraiment le. Ouais. Sans indiscrétion, combien ça coûte une montre comme ça? Ça dépend vraiment de la condition, ça dépend vraiment du set ou pas. Ouais. Mais généralement, aujourd'hui, je pense que ça va être entre 14 et 18 000 avec ce cadran-là. 14 et 18 000, alors que tu as une montre donc intégralement en métal précieux. Donc 14-18 000, les amis, si je ne me trompe pas, on est sur le prix marché gris d'une GMT Master 2 NOS. À peu près ça. Ouais, ça dépend quel insert du coup, mais ouais. Pepsi. Pepsi, c'est plus cher. Sur le secondaire? Non, marché gris. Tu veux aujourd'hui une GMT Master 2 sur une vintage, oui. Non, une neuve. Il me semble que les neuves, elles ont pas mal. Encore plus cher que ça? Ouais, il me semble. Ouais, moi je voulais faire le parallèle simplement en disant que là, il y a un morceau, il y a un morceau d'histoire, c'est la montre des présidents, il y a tout un tas de publicités qui l'illustrent, etc. Ce n'est pas que la seule montre de président, mais en tout cas, Rolex, comme souvent, a réussi, je pense, le tour de force à ancrer dans notre mémoire, dans notre inconscient, ce que tu décrivais en disant que tu le subis, le fait que c'est la montre des présidents, il y en a d'autres. Je t'ai préparé quelques petites questions pour le quiz. Et je trouve que ça illustre Alors c'est colossal comme prix, pour quelqu'un qui a un tout petit salaire ou qui est au chômage, etc. Mais quand on regarde par rapport à tout ce qui peut s'acheter, que ce soit neuf, seconde main ou vintage chez Rolex, franchement, une montre comme ça, entre 14 et 18, donc soyons fous, la moyenne à 16 000, c'est pas cher.
C'est sûr que par rapport à la valeur intrinsèque, comparé à d'autres montres qui sont en acier, 3 aiguilles avec juste une date ou quoi, c'est clair, oui. Ouais. Comment est-il confortable ce bracelet? Parce que donc il est complètement arrondi à l'extérieur et complètement plat dedans. Tu vois, c'est peut-être la première fois que je m'en rends compte, puisque les rares fois où j'avais vu comme ça et pris en main à des ventes aux enchères, des dédettes, elles étaient sur bracelet cuir et boucle ardillon Rolex. Ouais. Il est confortable? Il est super confortable. Et plus que le bracelet même, c'est la boucle également qui est très légère, vu que c'est une boucle presque invisible, quoi. Et surtout sur le modèle vintage où c'est moins épais que sur les modernes. C'est-à-dire qu'on ne sent vraiment pas, enfin le bracelet est vraiment très confortable, quoi. Je pense que c'est l'un des bracelets les plus confortables que j'ai pu essayer. Ouais. T'as essayé ou tu as d'autres Rolex avec d'autres bracelets? Ouais, j'ai Jubilé, Oyster, enfin. Ouais, et lequel des trois est le plus confortable? Moi, je dirais que ça se joue entre le Jubilé et le président, mais j'ai l'impression que c'est aussi la matière qui fait que c'est plus confortable. Même si c'est plus lourd, j'ai l'impression que c'est peut-être plus doux, enfin je sais pas, mais j'ai... C'est bon? Ah, c'est là. Justement, parlons du poids. Donc là, les amis, clairement, la DD était plus lourde. Elle est plus lourde alors qu'elle est beaucoup plus petite. Elle est plus épaisse aussi, sensiblement. Hein. Justement, comment toi tu vis au quotidien quand tu passes d'une montre à l'autre, la différence de poids? Parce que là vraiment, la boîte, elle est très très lourde. Bah écoute, je m'en sors. Hein, Oui, non mais bien sûr, mais je dis ça les amis parce qu'il y a quelques temps, souvenez-vous, on avait la visite d'un fan, d'un gros collectionneur de Rolex qui était venu avec Stéphane, qui était venu avec sa Longines Spirit en titane. Tu vois, j'ai envie de te dire, imagine-toi avec une montre en titane. Donc, grosso modo, une montre en titane, en termes de feeling, t'as le sentiment que c'est 2 fois plus léger qu'une montre en acier, quoi. Alors que là, tu sais qu'elle est avec toi, quoi. Bah moi, j'aime bien savoir qu'elle est avec moi. J'aime bien les montres quand même qui ont de la présence au poignet et on sait qu'elles sont là, quoi. Et les amis, il a l'âge de ma fille aînée, mais on a le même point de vue sur le sujet. C'est difficile, soit avec des modèles extra plats, donc il y a peu de matière, qui sont très légers, et quand en plus ils sont en titane, dites-nous en commentaire, et même, je vais lancer un questionnaire, un sondage qui va tourner autour de est-ce que vous préférez avoir une montre qui est plutôt lourde ou une montre qui est plutôt légère. Voilà. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que historiquement, plus ta montre est lourde, plus elle est fiable, solide, voire authentique. Tu vois, tu vois un peu ça comme ça, le poids d'une montre, ou pas du tout? Pas vraiment au final. Effectivement, ça dépend carrément de la matière. Mais moi, c'est vraiment quelque chose c'est une préférence, si tu veux. Moi, j'aime bien vraiment sentir la montre au poignet. Après, j'ai des montres qui sont plus légères. C'est pas pour autant que je me dis que c'est des moins bonnes montres. Oui, non mais bien sûr. Mais en termes de feeling, quand tu essayes une montre, la sensation visuelle. Hein, le poids rentre en compte. Voilà, d'un point de vue olfactif, il se passe rien, les amis, sur une montre. En tout cas, personne ne l'a inventé encore. Celle-là, auditif, bien sûr, ça existe. Hein, ça fait du bruit, il y a la fréquence, il y a un modèle alarme, etc. Le poids, ça joue. Ouais, carrément là-dessus. Ouais. C'est clair que là, on a un or jaune. Ton bracelet, là, il est souvent ce qu'on peut lire sur les modèles vintage, que ce soit bracelet jubilé ou président. Il y a des questions sur l'élasticité un petit peu entre les maillons, etc. Ouais, le stretch. Il parle anglais en plus, putain, énorme, c'est bon ça. Il est un petit peu détendu. Il y a des spécialistes là qui s'occupent de ça. Ça te branche, ça? C'est un truc que tu ferais un jour? Je pense que si c'est en état critique, je le ferais. Je sais que ça se fait avec de la recharge laser, il me semble, sur les bracelets. Après, sur des bracelets en or, je pense que c'est aussi un gros ticket pour réaliser ça, quoi.
Ah bah oui, si tu recharges au laser de l'acier, déjà ça coûte cher, et puis en or, c'est encore plus cher. Ouais. Donc pour moi, non, alors, surtout qu'elle a du stretch, mais c'est pas critique. Quoi, ouais, c'est pas. Non, je suis d'accord. Mais c'est. Ouais, après, elle en a pas tant que ça. Hein. Donc on voit sur la boucle les poinçons, hein, effectivement, 750. Et le poinçon, c'est l'aigle, de mémoire, comme quoi elle est en or, 18 carats également. Ah oui, là, il y a la totale. Hein. C'est-à-dire souvent chez Rolex, il n'y a rien d'écrit. Par contre, là, c'est intéressant, sur la boucle déployante, là, il y a à la fois, les amis, tenez-vous bien, 750 et 18 carats. Au cas où on n'aurait pas saisi que c'était la même chose. C'est vraiment sympa. C'est un modèle que tu as recherché, tu es passé par un spécialiste. Effectivement. Tu lui as pris la première qui t'a présenté ou ça a été une itération, tu as hésité, etc. Comment ça s'est fait? J'ai hésité et j'ai pris la seconde au final. La première qui m'avait présenté, c'était la même référence, juste avec un cadran différent et des aiguilles différentes. Il y a une appellation spécifique pour ça, je crois que c'est wide quelque chose. Mais j'ai plus le nom exact en tête, mais on voit avec des index beaucoup plus épais et des aiguilles, pareil, beaucoup plus épaisses. Et ça, sinon, même cadran soleillé doré. Ouais, c'était ça. C'était ça dans mes souvenirs. Cadran champagne, pareil. Et non, du coup, je suis parti sur la seconde qui m'a montré, qui était celle-ci, du coup. Après, j'ai un gros faible aussi pour les cadrans Onyx. Mais là-dessus, on est surtout sur le vintage, sur des prix qui sont stratosphériques. Beaucoup plus élevés, ouais. Et ouais, carrément. Et aussi, je crois c'est dur de trouver des cadrans authentiques. Enfin, il y a plus de triche aussi là-dessus. Donc, j'ai préféré partir là-dessus aussi pour des raisons de budget, bien évidemment. Quoi. Ouais, je comprends. Tu rappelles-nous, l'Onyx, c'est quoi? C'est une pierre sombre, c'est ça? C'est ça, avec un rendu peut-être un peu brillant aussi. Ouais. Et ce qui est très sympa, c'est que sur les modèles vintage, en tout cas sur les cadrans Onyx, il n'y a pas d'index du tout. Le cadran est très très pur. Je crois qu'il y a juste le logo, je ne suis même pas sûr qu'il y ait le logo de Rolex. Et ça a été vraiment fait par Rolex, c'est pas comme, je repense à cette Datejust avec le cadran Mickey qui a jamais été fait par Rolex. Il me semble bien que ça a été fait par Rolex, et pour le coup ils l'ont remis au goût du jour aussi cette année-là, avec les nouveautés, mais cette fois-ci avec des index diamant baguette. Ouais, ok. Là, c'est un peu, particulier. Ouais. J'ai patienté, parce qu'il a bossé comme une bête pour nous sortir un adjectif qui, pour Lucien, caractérise sa montre. Alors, comment tu la résumes, cette montre? Je me suis pas cassé la tête, présidentielle. Ah bah oui, ouais. Forcément, personne n'a pu le sortir cet adjectif. Et oui, c'est le premier à être venu avec une Rolex Day-Date avec le fameux bracelet président. Et puis c'est quasiment devenu, même dans des coms milieu des années 80 de mémoire, même Rolex utilisait directement ce nom-là. Ce qui en fait un peu une spécificité quand même. Ouais, j'ai pas vu les publicités en question, mais je crois que c'est davantage, contrairement au monde professionnel où c'est Rolex qui ont vraiment créé l'histoire, j'ai l'impression, en donnant des montres, ou en tout cas en équipant des personnes avec des montres pour certaines expéditions, pour certains exploits un peu sportifs. Là, j'ai l'impression que c'est plus l'histoire qui a eu lieu et Rolex qui se l'est approprié ensuite. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais... Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même, ça reste un mix des deux. Chacun y voit midi à sa porte. Je crois que de toute façon, depuis toujours, les rencontres entre chefs d'État, c'est une affaire de cadeaux. Voilà. Et donc, de fait, à un moment, offrir une montre faisait partie de ça. Alors après, ça devient, on surfe avec, il y a eu une photo, il y a eu un événement particulier avec une signature de document, avec une montre, etc. En fait, j'en sais rien, figurez-vous, et c'est pas vraiment ce que je regarde, donc je sais pas. Par contre, en lisant, parce que j'ai quand même essayé de me documenter un minimum. En fait, le minimum ne veut pas dire j'en ai fait le moins possible, mais en fait, le minimum pour essayer un petit peu de saisir. Moi, cette histoire de montre des présidents, je pense que c'est comme pour tout, c'est un mix entre des faits augmentés d'un point de vue marketing, et puis des fans, des passionnés qui sont devenus historiens, qui ont creusé, etc., et qui reconstruisent une histoire. Et comme l'histoire, c'est une science.
hein, puisque personne n'était là, les amis, il y a 200 ans pour dire ce qui s'est passé. Et donc, c'est évidemment une affaire de recherche. Et ce côté un peu mythique, c'est-à-dire incertain, c'est aussi ça qui te séduit. Ouais, d'une certaine manière, parce que effectivement, je n'étais pas là pour le vivre non plus. Et, non, mais ce qui te séduit dans le vintage, c'était comme ça à cette époque, avec l'incertitude, est-ce que ça l'a réellement été? Et puis, tous les jours, tu peux te dire plutôt oui, plutôt non. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Après, moi, ce qui me fait me diriger vers le vintage, c'est vraiment, premièrement, l'aspect esthétique et le feeling aussi qu'on a en main, qui est très différent avec les modernes, où sur les modernes, tout est solide, tout est vraiment mastoc. On dirait que ça n'a pas bougé d'un poil, etc. Et aussi, pour parler spécifiquement de ce modèle, les vintage sont un peu différentes. C'est-à-dire que sur les nouvelles, la lunette cannelée, j'ai l'impression, est plus imposante. Elle est beaucoup plus lourde aussi. La montre, dans l'ensemble aussi, est beaucoup plus lourde. Enfin, c'est des montres différentes au final. Et c'est un feeling aussi qui est différent. Clairement, ouais. Ouais. Donc moi, c'est vraiment le principal aspect qui me séduit sur le vintage, c'est aussi d'avoir une montre qui vit tout simplement. Bon là, on va dire que c'est léger, puisqu'on a juste les index tritium qui vont vivre avec la montre. Après, sur le reste de la montre, elle n'a pas changé tant que ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est sur le feeling général de la montre que je trouve exceptionnel. C'est donc une montre qui pétille, hein, de mille feux, on va dire. C'est quoi le détail que tu préfères et finalement qui a fait que tu es allé sur ce modèle-là? Le guichet avec le jour. Ouais. Je suis un grand fan des montres justement avec des guichets. Il y a les Lange aussi que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la Lange 1, il me semble. Où je suis vraiment fan de ces modèles. Avec la grande date. C'est ça. La Cartier Tank guichet aussi que je trouve incroyable. Et toutes ces montres-là, au final, avec des guichets, moi je suis un grand fan. Et ça donc, pourrait être la verticale, une verticale, une horizontale, je ne sais pas quel est le terme, ou ce qui t'intéresse toi, c'est des modèles à guichet. Ouais, en tout cas sur ce modèle-là, c'est ce qui a fait principalement, je me suis dirigé vers ça. Et le bracelet aussi, qui pour moi est incroyable en fait. Ouais. Alors c'est clair que quand ils ont sorti ce modèle, je ne parle pas de la date les amis, parce que je me demande si j'en fais pas une référence dans une question du quiz, mais n'importe quelle autre montre de n'importe quelle marque qui a un guichet date comme ça à 12 heures, il est spoté directement sur le fait que c'est inspiré, bien, pas bien, après chacun voit midi à sa porte, mais d'une Rolex Day-Date. Hein. Donc modèle en 36 mm. Ouais. On a un tout petit peu parlé des fonctionnalités du calibre. Hein. Donc, tu as le Quickset date, mais tu n'as pas le Quickset date. Exactement. Alors, sur les modèles actuels, c'est Quickset pour les deux. Ouais, il y a le double Quickset, effectivement. Et il y a une plus longue réserve de marche aussi. Ouais. Mais ça, c'est un... Alors, à l'usage, tu ne l'utilises pas beaucoup, tu ne les règles pas forcément, donc tu t'en fous un petit peu. Le reste de la mécanique qu'il y a dedans... le calibre 30 quelque chose ou pas, d'ailleurs je ne sais pas lequel il y a dedans, tu t'en fous? Non plus. Ouais. Après ce qui m'a aussi dirigé vers ce modèle, c'est qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que la référence juste avant celle-ci, c'était pas un verre saphir, c'était un verre plexi, et pour le coup, alors peut-être que je dis une bêtise là-dessus. Donc là tu es sur un verre saphir? Il me semble bien, ouais. Ah bah alors elle n'est pas de 75 alors, elle doit être plutôt de 85. Ouais. C'est possible. Ouais. Bon, ça, à la limite, c'est pas... quand il était en verre en plexi, c'était un verre plat, comme ici, là, ou c'était un verre bombé? Je crois que c'était légèrement bombé. Ouais. Peut-être pareil que je dis une bêtise là-dessus. Hein. Peut-être que c'était des références encore avant. Je suis en train de me dire, je vais la réessayer avant qu'on enchaîne, mais le problème, c'est que je ne peux pas vraiment l'essayer, quoi. Ça m'énerve, ce truc. En fait, dorénavant, les amis, si vous n'avez pas un poignet similaire au mien, vous n'allez pas pouvoir venir, parce que je ne vais pas pouvoir vous croûter votre montre à la fin de l'épisode. D'un autre côté, franchement, est-ce que j'ai envie de laisser filer la montre que je me suis offert pour la vente de ma boîte versus une autre montre que je trouve quand même vraiment pas mal du tout, etc. Sachant qu'avec les prix que tu m'as donnés, faut que tu me files un paquet de blé quand même pour avoir celle-là, quoi. Hein. Ouais, clairement. Les amis, ce n'est pas le sujet du jour parce qu'on est avec le président et il va nous raconter comment il en est arrivé à se faire élire avec une Rolex Day-Date. C'est parti pour la séquence souvenir. Tiens, je te la rends. Ouais.
Alors Lucien, 22 ans, tu me dis, comment t'en es venu, sachant que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais que tu avais d'autres Rolex avec les autres bracelets, comment, donc belle collection pour ton jeune âge, bravo. Merci. Comment t'en es venu à l'horlogerie et à cet intérêt pour l'horlogerie mécanique ou dite de luxe, en tout cas qui sert à autre chose qu'à donner l'heure, et d'être collectionneur, parce qu'au final c'est comme ça qu'on peut aussi t'appeler. Ouais. Mon père était un grand... Enfin, il aimait beaucoup les montres et les beaux objets en général, que ce soit les stylos et les montres. Et je me rappelle que quand j'avais, je sais pas, 6-7 ans, il m'a traîné un peu dans un magasin de montres à un moment pour m'acheter ma première montre, qui était une Louis Pion du coup, pour la petite histoire. À ce moment-là, je m'en fichais complètement. Mais je me souviens aussi que l'été, souvent, il me laissait ses montres pour jouer avec. Et au final, j'ai eu très petit un peu des montres dans les mains de pouvoir jouer avec le chrono, etc. Il te laissait des montres, il te laissait des quoi? Des Timex Non, des tags. Non, mais des vraies montres. Oui, des vraies montres. Ah ouais, donc tu démontais, mais tu pétais tout. Le chrono, j'appuyais un peu n'importe comment, etc. Mais le fait est que j'ai eu des montres dans les mains, on va dire, assez tôt, même si à ce moment-là, je m'en fichais complètement. Mais je pense que c'est quelque chose qui a compté. Parce que quand j'ai commencé, pendant mon adolescence, du coup, à 16-17 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux montres. Et là, c'était vraiment... purement pour l'aspect, pour le coup, design. Enfin, j'achetais une montre comme j'achetais un vêtement, on va dire. Et du coup, c'était des montres pas forcément très intéressantes. Je me rappelle d'une montre Kenzo, une montre Guess Collection, donc pas des... Ouais, donc des fashion watch. Exactement, des fashion watch. Et à mes 17-18 ans, j'ai découvert les ventes aux enchères, du coup, sur Drouot principalement. Et j'ai commencé à regarder ça. Et mon père aussi est un grand fan de ça. Du coup, ça nous fait un sujet de discussion. On se partage souvent les ventes qu'il y a, etc., les objets sympas. Et ma première, on va dire, belle montre, ça a été une Cartier Tank, une Must, que j'ai toujours aujourd'hui, avec un boîtier vermeil, cadran noir, une mécanique du coup. Quel format? Petit format? Ouais, petit format. Petit format. Ouais. Je la porte plus parce que je trouve que c'est trop petit, mais c'est une montre quand même que je garde parce qu'elle a de l'importance. Et ça, c'était ma première montre et c'est vraiment ce qui a été, pour le coup, le déclencheur pour moi de vraiment... Et tu l'as acheté à Drouot? Ouais. Donc il y a 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. 4-5 ans, tu avais payé ça quoi? 200 balles? 300 balles? 300 et quelques. Ah ouais, les amis, ça a changé, parce que même une Cartier Tank Must Vintage en vermeil, donc en argent plaqué or, puisque c'est ça le vermeil. Maintenant, en dessous de 1000 balles, ça devient difficile. Quoique pour un petit modèle, c'est peut-être jouable, encore moins cher. Par contre, probablement pas chez Drouot, parce que là, pour le coup, chez Drouot, c'est bien avec le Drouot Online, vous n'êtes pas obligé d'aller sur place, etc. Mais ça coûte quand même pas très cher. Mais ça coûte cher aux maisons de vente chez Drouot. Donc, c'est plutôt les maisons de vente qui ont pignon sur rue, plutôt haut de gamme, etc. Et là, elles ont toutes des experts qui tiennent la route et qui savent pricer les choses. Alors que une Tank Must vintage d'une toute petite maison de vente pas spécialisée en horlogerie, qui se retrouve avec un lot de 2-3 montres, etc. Là, sur un malentendu, c'est peut-être jouable, pas trop cher, quoi. Ouais. Ça t'a rendu fan de Cartier? Ouais, carrément. Cartier, c'est une de mes marques préférées, et pas spécialement d'un point de vue horloger. Même en général, j'ai un stylo, j'ai des lunettes, etc. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est... Tu vois dans Cartier, avant toute chose, un horloger, ou un horloger qui est devenu généraliste, ou tu vois un orfèvre, un joaillier? Je vois un joaillier, je vois pas un horloger pour le coup. Alors pour le coup, c'en était vraiment? Comment? Pour le coup, c'en est vraiment, historiquement. Intéressant, les amis, ça c'est l'histoire de Cartier, Piaget, deux marques globalement beaucoup plus connues pour la joaillerie et les bijoux, alors que dans les deux cas, Piaget et Cartier, c'est des horlogers. Après, il me semble que, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des mouvements in-house, mais... Oui, non mais, ok, mais là, quand on remonte en 1850, 1860, aujourd'hui, Cartier et Piaget pourraient être 100% des marques, soit d'origine française et ou suisse, avec le même ADN perçu en termes d'horlogerie, alors que là, il est troublé
mais pas dans le mauvais sens, parce que en fait, pour beaucoup de gens, Cartier, j'allais m'acheter une bague, un bijou, des boucles d'oreilles, un bracelet, etc. Puis après, il y a eu les déclinaisons historiques. Donc ça veut dire que tu t'aimes bien la gamme historique must, des stylos, des lunettes, des blocs-cravates, etc. Pas bloc-cravate, puisque je porte ça. Ah ouais, non, les gars, s'ils me disaient oui, le bloc-cravate, bien sûr, je te dis, attends, c'est quoi, la dernière cravate que tu as portée, c'était quand Il s'en souvient pas. Après la Cartier Tank, t'as enchaîné sur quoi? Il me semble que c'était une Datejust 1601. Ouais. Du coup, années 70, si je dis pas de bêtises. Ouais. Dont j'ai fini par me séparer, à regret d'ailleurs. T'en avais marre de quand tu voulais la mettre et qu'on était le 3 du mois et qu'elle était au 2, il fallait que tu te fasses 60 tours de cadran pour la régler? C'était pas tellement ça, c'était que j'étais en voyage, j'étais en Belgique et je voulais m'offrir une nouvelle montre. J'étais tombé sur une occasion sur du coup une Datejust 41 Wimbledon avec la lunette lisse du coup. Et ça a été un peu le coup de cœur à ce moment-là. Et je voulais vraiment partir avec. Et du coup, j'ai fait échange de ma montre, plus du coup t'as échangé une 1601 contre une Datejust de Wimbledon. Exactement. Donc cadran vert, index chiffre romain. Cadran rhodium et chiffre romain avec les contours verts. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est pas pour moi, ça, les amis. Elle est passée dans Duel Time, cette montre. Ouais, elle est passée dans Duel Time, cette montre, avec quelqu'un de ton âge, un entrepreneur aussi, les amis. Comme quoi, il faut s'arracher dans la vie. Et qu'est-ce qui t'a... donc là, on a compris que tu avais un cheminement où tu montais en puissance. Et qu'est-ce qui t'a... Comment tu as vu ton passage à j'aime bien les beaux objets parce qu'il y a une sorte de filiation paternelle, à finalement je deviens collectionneur et j'en achète plus, j'en achète d'autres, etc. Qu'est-ce qui a changé? Probablement une affaire de moyens à un moment. Il y a ça, mais c'est surtout dans la manière d'appréhender les choses. C'est que au début ça va doucement, j'achète une montre, etc. Et je pense pas spécialement à la prochaine, etc. Mais rapidement je sais pas, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, à regarder des vidéos sur YouTube, à m'enseigner davantage sur les marques, à regarder ce qui se fait aussi chez d'autres marques. Ouais. Et du coup, au final, à en arriver à un point où quand j'achète une montre, je commence rapidement à penser à quelle va être la suivante pour compléter tout. Là, j'ai un bracelet en métal, j'ai un bracelet qui est un peu différent. Est-ce que ça serait pas bien d'avoir un bracelet cuir, de se demander comment composer un peu une collection pour pouvoir alterner, pour justement avoir une montre pour toutes les occasions un petit peu. Donc en plus d'être victime dans le bon sens du terme du marketing Rolex, tu t'es fait bouffer le cerveau par le produit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu réfléchis, tu as une quête, etc., tu y mets les moyens, tu passes par les bons acteurs pour les acheter, et puis une fois que tu l'as, tu te dis c'est cool, et puis tu as la trottinette qui est repartie, et la trotteuse pour la suivante. 2 semaines après, tu commences à réfléchir et tu dis qu'est-ce qui serait bien pour compléter la collection, quoi. Eh bien les amis, comme on se régale fort, ce qui serait bien, c'est qu'avant tout, il puisse faire progresser sa collection de casquettes. Tu portes des casquettes? Ouais. Eh oui, les amis, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? J'y vais au culot, j'ai pas révisé du tout. Moi non plus, j'ai pas révisé. J'ai juste allé chercher des questions. Les amis, comme il n'y avait pas de D-Date, là, je me suis dit, je vais trouver des questions sur la D-Date, ça va être plus facile quand même. Tu vois, hein? Pas plus facile pour toi, plus facile pour moi. 2008. Ouais. 2008. Marque l'année de la sortie de la Rolex D-Date 2. Caractérisée par... Réponse A, sa lunette lisse. Réponse B, son diamètre de 41 mm. Réponse C, son boîtier en acier. 41 mm, du coup, réponse B. T'as révisé ou pas? Non. Et t'es sûr que c'est ça alors? Oui. Bonne réponse, les amis. Il démarre sur les chapeaux de roue. On a compris avec les jeunes, il fallait que ça aille vite. Elle est sortie du catalogue, cette D-Date 2. Ils ont bien fait, je trouve. Ouais. Pourquoi? Trop gros? Ouais, la morphologie de la lunette, je trouvais faisait beaucoup trop large sur ce modèle. Et au final, niveau proportion, je trouve que ça allait pas, quoi. C'était pas... Ouais, au même moment, il y avait la Datejust qui a eu ce phénomène-là. Effectivement, 2008-2015, Datejust 2, 41 mm, avec une forme de boîtier qui la rendrait encore plus grosse que ce 41, et ils sont revenus à l'historique, la 36, et puis la 40 qui est au catalogue de Rolex, et puis pour le coup, pas de boîtier en acier, puisque le propre de la D-Date,
c'est de ne faire un modèle qu'en matériaux nobles. J'ai dit platine tout à l'heure, mais effectivement, je pense que c'est uniquement en or jaune, rose et or blanc. Tu crois aussi? Oui, il y a aussi le platine. Ouais, j'ai un doute, ok, sur le sujet. Bon début, les amis, il a envie de sa casquette, c'est normal, le soleil arrive, il veut être comme ça, en terrasse, au soleil, avec sa Rolex Z8, le pastaga, une bière, un Diabolo menthe, il boit ce qu'il veut avec la casquette d'Ali Schous, mais ça, il faut que tu gagnes 2-0. 3-0, 3-0, attention, pas d'erreur, hein. 3-0. Alors, t'es prêt? Allez. Lancée en 1956, la D8 arbore fièrement le cyclope, la loupe sur la date. T'es d'accord jusque-là? En quelle année le cyclope a-t-il été lancé par Rolex? Réponse A, 1945. Ouais. Réponse B, 1953. Réponse C, 1956. Alors là, moi je vais faire... Je pense qu'il y avait déjà avant le... C'était pas 56. A, 1945, B, 1953, C, 1956. Ouais, donc c'est soit la A, soit la B, je dirais. Moi je dirais la A. 1945? Ouais, C'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Aïe, 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 aïe. Erreur, 1945, c'est la date de lancement de la Rolex Oyster Perpetual Datejust. Ouais, Justement, premier modèle de Oyster avec le calibre à remontage automatique et la date, mais sans cyclope. Le cyclope apparaîtra en 53, année faste pour Rolex quand même, avec c'est la date de lancement à peu de choses près, et de la Submariner et de l'Explorer. Et 56, c'était la date de lancement de la D8. Et donc le cyclope n'est pas concomitant au lancement de la D8, mais plutôt du lancement de la Submariner. Écoute, tu es quand même à match nul, c'est-à-dire que tu peux encore gagner. Hein. J'ai peur que ce soit dur, les amis, pour la casquette, puisque normalement, il faut gagner 3-0, alors que là, au mieux, tu peux faire 2-1. Au mieux, ce serait déjà bien. Tu peux perdre encore 1-2. Alors, troisième question, les amis. Une autre marque est bien connue. C'est ce que je préfère comme question. Une autre marque est bien connue pour être la montre des présidents. Réponse A, Vulcain. Réponse B, Lip. Réponse C, Patek Philippe. Eh oui. Sans aucune provocation, les amis, mais quand même avec un petit peu, hein, je veux dire, la vraie montre des présidents fait partie de ces trois-là. A, Vulcain, B, Lip, C, Patek Philippe. Moi, je dirais Lip. Réponse B, Lip. Ouais, je pense. Ça a été quand même un peu un monument de l'horlogerie en France. Donc moi, je partirais là-dessus. Réponse B, Lip, mauvaise réponse, les amis. Aïe, 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 que se passe-t-il? Panique au niveau de la prod, le GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, est en train d'intervenir. Aïe, 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 la bonne réponse c'était A. Vulcain, superbe marque, fin 1880 et des brouettes, lancée par les frères Dittisheim qui ont fait Movado, Solville et Titus, etc. Superbe. Marque Vulcain, mais tombé un peu en désuétude, qui a été racheté et relancé ces dernières années, qui appartient au groupe italien Anonimo, très connu, Vulcain, pour ses montres cricket. Et ces montres-là ont été offertes et c'est plus ou moins devenu une tradition. C'est aussi peu fiable, non fiable, vérifiable et avéré que l'histoire de Rolex sur sa D8, mais effectivement, il y a des Vulcain cricket présidents. Même jusqu'à Donald Trump, je ne sais pas Joe Biden, mais Trump a une D8, etc. Eisenhower a une cricket et une D8, etc. Donc la bonne réponse c'était Vulcain. Patek Philippe, ça aurait pu être ça parce que il y a le côté patrimonial, argenté, etc. Mais bon, c'était plutôt un piège. Lip, c'était le plus gros piège, j'étais tombé dedans. Ouais, bah je me disais que... Avec le général de Gaulle. Ouais, non, je me disais que les présidents français, peut-être pour faire honneur un peu justement à l'horlogerie. Alors, effectivement,
Fred Lippmann, le patron de Lipp à l'époque, en 58, a offert une Lipp au général de Gaulle, une montre en or à calibre électronique. C'était le top du top, vous vous rendez compte, 1958, montre calibre électronique, imaginez avec Elgin, une boîte américaine, donc une pile à la place du ressort. Il ne l'a jamais porté, le général de Gaulle, cette montre. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a deux logiques différentes, c'est-à-dire la logique de la montre de président, montre d'apparat, de réussite qu'est Rolex, et il n'y a pas de honte. On a réussi, on se paye une belle montre, on a les moyens, on se l'achète, on a une Rolex. Et ça ne devrait pas être critiquable, mais dans notre culture française, de plus de discrétion, etc. Et le général de Gaulle lui-même ne l'a pas porté, cette montre Lipp en or. Attends, bouge pas, on me dit, oui, c'est chaud quand même, oui, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est le président, Lucien. Et quand on est le président, quand même, on doit lui faire honneur. Donc, bien que tu n'aies pas gagné au quiz, et il n'est pas gagné, hein, il n'a pas gagné 3-0, il n'a pas gagné 2-1, il a même perdu. Et t'es pas Fanny, et tu ne seras pas tout seul cet été, avec à prendre un coup de soleil, en train de regarder ta belle montre, tu repars avec la belle casquette d'Alichous. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la séquence surprise. Alors, on a avec nous Lucien, qui a une Rolex Day-Date, donc avec la fonction jour de la semaine. Et là, je te présente un autre modèle, dans la même gamme de prix, avec la fonction jour de la semaine, très originale, complètement différente. Tiens, je te montre une photo. C'est la Récence Type 1N. Une marque qui existe depuis 2010, créée à Antwerp, en Belgique, avec un calibre, certes, de base ETA 28-24-2, mais alors pour le coup, qui a vraiment été complètement désossé, complètement modifié, avec une approche de l'affichage de l'heure qui est absolument phénoménale. J'ai eu la chance de l'essayer, cette montre. C'est en fait il n'y a pas d'aiguille. C'est un grand cadran qui épouse toute la carrure, et à l'intérieur, tu as 3 sous-cadrans qui contiennent des index et des aiguilles, mais ce sont les cadrans qui tournent. Donc le grand cadran avec l'aiguille des minutes, que tu peux voir ici sur 10, eh bien, le mouvement tourne, le cadran se déplace, et les sous-cadrans à l'intérieur se déplacent également. Et, chers amis, le sous-cadran à 4 heures, c'est le sous-cadran du jour de la semaine. Et là, nous sommes mercredi sur cette montre. Il est 10h10 et nous sommes mercredi. Qu'est-ce que tu en penses? Prix d'amis, les amis, tarif 2022, 17 500 €, étanche à 100 mètres, boîtier en 42 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime moins. Ce que j'aime beaucoup, pour commencer, c'est le cadran, la texture du cadran. Complètement strié. Ouais. C'est sympa et ça a l'air un peu soleillé aussi d'une certaine manière. Tout à fait. Donc ça doit être très joli à voir en vrai et au soleil d'ailleurs. Donc ça j'aime beaucoup. Et aussi c'est original du coup d'avoir vraiment les sous-cadrans qui bougent, etc. Ça doit être sympa aussi à porter, ou même... D'ailleurs, il n'y a pas de couronne. Ouais, bien sûr. Alors la couronne est en dessous, avec un petit loquet qui se tire, et où tu peux comme ça remonter. Ce qu'il faut vraiment que tu vois là, c'est que globalement, tu vois le sous-cadran du jour de la semaine, il est à 16 heures. Eh bien, si ton aiguille, l'impression qui fait office d'aiguille des minutes qui est à 10 heures est sur le 45, ça veut dire que ton sous-cadran des jours de la semaine, il est à 11 heures. Tu vois, donc tout tourne comme des planètes. C'est absolument fabuleux à voir fonctionner. Ouais, non, j'aime bien le principe, j'aime bien l'idée, j'aime bien aussi la disposition des sous-cadrans. C'est original. Ce côté asymétrique là, que d'habitude j'aime pas du tout sur les montres. Là au final, je trouve ça assez équilibré. Donc non, là-dessus j'aime bien. Ce que j'aime moins sur cette montre, déjà moi je porte pas aujourd'hui de montre bracelet cuir, mais ça c'est un détail quoi. Je suis uniquement sur des montres avec bracelet métal. Mais là où j'ai du mal, c'est justement le fait
que quand on la voit comme ça, on ne voit pas la couronne directement. Et ça me donne l'impression qu'il manque quelque chose. Le diamètre de 42 mm, T'as peur que ce soit grand? Ouais, clairement. Alors, tu as vu quand même que tu as des anses, mais qui sont toutes petites. Ouais. Donc, l'ayant essayé, hein, c'est pas gros comme montre. Hein. La distance entre les cornes à cornes est proche du diamètre de la montre. Ouais, mais après, de l'autre côté, le boîtier est très très fin sur le tour. Ouais, je me dis que ça fait quand même la lunette, en fait, il n'y en a quasiment pas de lunette. Ouais, effectivement. Gros cadran veut dire grosse montre aussi, hein, en termes de portée. Elle est en titane, tu vois, donc elle est super légère. Super légère. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit? Regarde, en plus, ça a comme caractéristique, les amis, en tout cas sur cette récence-là, il n'y a pas de marque. Ouais. Et là, pour le coup, puisque tout à l'heure tu parlais tu te faisais manger le cerveau par le marketing de Rolex, là tu peux pas te faire manger le cerveau par le marketing de Recence, puisque Recence est beaucoup plus petit, beaucoup plus humble sur un marché qui est très différent, à tel point qu'ils mettent même pas leur marque, quoi. Tu vois. Et ça, justement, on est sur la même gamme de prix. Comment tu regardes ça? Parce que les amis, vous regardez sur leur site internet toutes les explications sur le montage, la finition, le découpage, les pièces additionnelles, justement pour faire fonctionner leur calibre ROC S5, qui veut dire Recence Orbital Convex System. C'est absolument fabuleux. Donc là, on est plus dans la R&D et l'innovation de la technologie. Tu vois. Donc comme tu as peu parlé du mouvement sur ta Rolex Day-Date, ça c'est un sujet qui te parle, qui t'intéresse, cette innovation, parce que c'est globalement le prix découle de l'innovation en termes de calibre, quoi. Ouais, c'est quelque chose auquel je suis sensible. D'ailleurs, je me demande si c'est pas cette marque-là aussi qui a fait une montre où au final le cadran, où il y a un liquide au final dans le cadran et le reste est C'est celui-là. Ok. C'est ça. Donc non, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et j'aime bien voir ça. Après, c'est pas mon critère premier dans le choix d'une montre. Mais c'est quelque chose auquel je suis sensible et que je trouve ça intéressant. Si tu dois retenir un truc qui te plaît, c'est quoi? Le cadran, autant au niveau de la texture que de la disposition des sous-compteurs, enfin des sous-cadrans, je trouve ça vraiment sympa. Donc on va dire que tu l'as trouvé équilibré. Ouais, c'est ça. Ouais. S'il y a quelque chose qui te déplaît fortement, ce serait quoi? Je dirais l'ouverture qui est trop large par rapport au boîtier. Et Mais imagine, là je me serais trompé, au lieu d'écrire 42, j'écris 36. Je pense que ça m'aurait gêné pareil, parce que le boîtier elle est vraiment très très fin autour du cadran. Et j'ai peur qu'on ait l'impression juste d'avoir un cadran sur le poignet, quoi, avec cette montre-là. D'autant plus que de ce que je vois, après j'imagine que quand on la tourne, etc., il y a quand même un feeling qui doit être différent, mais le boîtier est très très arrondi. Ouais. Il n'y a pas réellement de cornes, comme tu disais, c'est très léger. Donc je ne suis pas non plus fan du boîtier, quoi. C'est un modèle qui est extrêmement doux, on a l'impression de manipuler un galet. Qui a été poli par la marée, le ressac, etc. Dans la mer. Juste pour terminer, tu connaissais un petit peu Recence, tu pensais à cette affaire de liquide et d'aimant, etc. Donc j'imagine que tu connaissais un petit peu. Très légèrement. Ouais. Imagine ce modèle-là, là. On ferme les yeux, là, tu les réouvres, et puis dessus, tu as un logo d'une marque connue. Quelle que soit la marque, on s'en fout, mais qui est connue. Ça aurait un impact pour toi, une lecture qui est différente, parce que tout l'enjeu aujourd'hui, quand même, les amis dans l'horlogerie, c'est si vous n'êtes pas né en 1850, c'est dur. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui s'arrachent, qui présentent des choses fabuleuses, réfléchies, différentes. Là, franchement, la partie techno et travail sur le calibre, c'est absolument phénoménal. Et pour autant, à 17 500 prix catalogue, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses dans le top 5 du luxe. On est en dessous de l'entrée de chez Patek, Langensohn. Langensohn, ouais, c'est ça. Vacheron Constantin, etc. Ouais. Pas pour tout de suite? Cette montre-là Non, pas pour moi. Et le principal fait que
ce soit pas pour tout de suite, pour moi c'est le bracelet en cuir. C'est qu'aujourd'hui j'ai des montres avec bracelet en cuir, mais c'est quelque chose que j'arrive pas à porter pour l'instant. Eh bien, les amis de Ressence, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Sortir un modèle, c'est peut-être le cas, peut-être que vous l'avez plus petit que 42, et avec un boîtier, ou en tout cas peut-être des cornes qui permettent d'intégrer un bracelet acier. Et là, vous verrez, Lucien sera probablement intéressé par ce que vous faites. Si tu devais voter, les amis, je vous invite à voter également là-dessus, entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Bah, je dirais j'aime, parce que l'idée est intéressante au niveau de l'innovation. Le cadran j'aime beaucoup. Après, pour le peu de détails qui me plaisent moins, au final, on va dire que c'est pas le gros de la montre. Enfin, ça reste une belle montre et l'innovation est là, quoi. Donc, non, j'aime bien. Ça marche. Les amis, rendez-vous dans l'onglet communauté pour vous aussi voter à base des images et des photos que vous aurez vues pendant cette séquence entre j'adore, j'aime, pas terrible et au secours. On enchaîne pour la séquence suivante. La séquence recto-verso, les amis, il va nous raconter qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie. Peut-être qu'il fait rien d'autre que de collectionner des montres, mais moi, je ne crois pas. Tu voulais nous parler d'illustration, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors l'illustration, c'est quoi? C'est être dessinateur, tu fais des BD, tu fais quoi? Non, plus largement, enfin pas forcément dans un but, on va dire, professionnel, mais plus dans une optique, on va dire, artistique, de créer, d'avoir une image en tête et de réussir à la retranscrire sur papier ou sur écran, qui est quelque chose auquel je consacre pas mal de temps, même si de moins en moins, malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et plus largement de résoudre des problèmes, de créer des choses, de transcrire une vision et de la concrétiser sur des réels. Comment tu fais ça? Tu fais ça à la peinture, au feutre, au stylo, à l'encre, avec Illustrator, avec InDesign, avec quoi? Je fais ça sur papier, beaucoup. Du coup, un carnet, un crayon, quoi. Je fais pas du tout de peinture, même s'il faudrait... J'aimerais bien commencer, mais c'est plus compliqué, quoi. Et je fais beaucoup de digital painting, du coup. Donc là, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de papier. Non, c'est ça. C'est qu'on a un stylet, on a un écran, et on a toute une panoplie de ce qu'on appelle des brushes, des pinceaux différents qui sont directement dans le logiciel qu'on utilise, qui permettent de répliquer des médiums qui existent, donc de l'aquarelle, etc. Donc tu fais ça sur un iPad Pro, par exemple? Sur ordinateur et sur un iPad Pro, j'ai les deux, et je bosse de plus en plus sur l'iPad parce que c'est beaucoup plus agréable, c'est très réactif. Donc, carrément. Donc avec le fameux stylo là, tu as réellement la sensation en fonction de ce que tu choisis, tu sens la différence en termes de retour? C'est très différent du papier. Le papier, ça gratte, c'est différent. Là, c'est lisse. Mais on a quand même un feeling très agréable sur le croquis, sur les couleurs, etc. Donc le matériel, le stylet, la tablette, et la techno que tu utilises, c'est quoi? C'est la suite Creative Cloud d'Adobe, c'est des choses comme ça? Alors sur iPad, Procreate, je crois que c'est... Je ne connais pas l'éditeur. Et sur ordinateur, Photoshop principalement. Du coup, de Adobe. Alors c'est quoi les thèmes? Tu dessines des montres, tu fais de la fiction, tu fais quoi? Alors, pas du tout des montres, j'aimerais bien, mais c'est compliqué, ça demande beaucoup d'applications, de précision, etc. Donc, pas tellement. Moi, je fais beaucoup d'études, c'est-à-dire que je prends une référence, je prends plusieurs références, que je vais essayer de mixer, d'ajouter ma touche personnelle, et justement, d'interpréter ça sur papier. Tu prends plusieurs références de quoi? Plusieurs photos, ça peut être des personnages, ça peut être des paysages que je vais mixer, et du coup réussir à créer un concept à partir de ça. Et est-ce que tu arrives à t'expliquer pourquoi c'est ce genre de choses que tu fais plutôt que faire des bagnoles, des natures mortes, du découpage, etc. Tu vois, la thématique elle est importante puisque c'est un peu ça le délire de l'artiste. Ouais, moi je fais aussi beaucoup de dessins d'imagination, et non, moi plus largement ce qui me plaît, c'est de partir de quelque chose de... Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être du découpage, ça pourrait être autre chose, mais c'est là où j'ai trouvé vraiment ce que j'aimais faire, ce qui me plaisait, c'est d'arriver de quelque chose de très brut, d'une idée qui au final est très floue dans sa tête, de réussir à poser des bases, des constructions, enfin d'une structure, et ensuite d'itérer là-dessus pour arriver à quelque chose qui nous plaît, quoi. C'est vraiment... Et tu as fait ça from scratch ou tu as une formation dans le domaine? Pas du tout, c'est vraiment une passion à côté. Depuis tout petit? Petit, je dessinais pas mal.
J'avais commencé aussi un bac pro, du coup, à me professionnaliser là-dedans en communication visuelle, que j'ai arrêté. Je suis retourné dans une filière générale. Et j'ai toujours été sensible à ça. Donc ça a toujours été quelque chose que j'ai fait un peu à côté. Ouais. Donc là, en fait, c'est un truc sur lequel tu te laisses guider. Ouais. Quand tu as envie, t'en fais. Quand tu n'as pas envie, tu t'en fais pas. Mais tu ne te poses pas la question pourquoi tu le fais. C'est juste que c'est là et tu le laisses vivre. Mais en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'on a tous un peu ce genre d'activité-là où quand on s'y met, quand on s'y adonne, on va dire qu'il y a un peu tout le reste qui s'efface derrière et on voit clairement plus le temps passer. Et ça pourrait s'apparenter un peu à de la méditation au final. Parce que c'est vraiment Ah oui, non, mais tu as un sentiment de bien-être. Ouais, carrément. Quand tu le fais. Vous le savez, les amis, moi, mon truc, même si c'est vrai qu'avec la chaîne, j'ai complètement ralenti, voilà, je n'en fais plus, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous savez que tout ça, c'est qu'une affaire de chemin. Donc là, je ne suis plus sur le chemin actuellement de la maroquinerie. Tu vois, et je t'en parle parce que tu disais que tu n'as pas de montre sur bracelet cuir, alors que moi, je suis justement un grand fan du cuir, parce que c'est une affaire de matière, d'odeur, tu fais des trucs avec tes mains, tu découpes des trucs, tu essaies de bien faire, tu te dis, ça y est, j'ai fait un truc nickel. Et là, tu attaques la couture et tu vendanges tout, donc tu es obligé de tout refaire. Et à quoi ça sert je sais pas, les amis, à quoi ça sert je sais pas, se sentir bien. Ouais, mais même en général, faire quelque chose de ses mains, c'est quelque chose, on sent bien après que ce soit de la cuisine, que ce soit, je sais pas, même dans une certaine mesure étendre le linge, etc. Dans une certaine mesure, c'est... Ah, c'est pas mal, les amis. Celui qui vient, là, vous avez vu, le président étend le linge chez lui. Hein, comme quoi on peut être président et étendre son linge, ça c'est beau, les amis. Je pense que certains pourraient en prendre de la graine quand même. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ça pourrait t'amener à... éditer des trucs, à en faire ton métier ou pas du tout? C'est vraiment un truc qui te plaît sur le côté et tu as envie que ça reste sur le côté? Franchement, ça pourrait. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je me vois pas en faire toute la journée. Donc, ce serait plus un side job qu'autre chose. Donc, je me vois pas parce que en faire toute la journée, je pense que c'est quelque chose où, au final, je me forcerai au bout d'un moment. Mais ouais, carrément. Hein. Donc, pour l'instant, c'est le plaisir, la passion. Absolument. Qu'est-ce que tu fais comme taf? Je suis étudiant et à côté j'ai aussi une agence de développement web sur la création d'un peu d'expériences immersives sur des technos web. Donc WebGL. Les technos du futur ou les technos actuels? Sur les technos actuels, et je m'intéresse de plus en plus aussi aux technos du futur, donc à la décentralisation et au Web3. D'accord, donc le métavers, les NFT, genre de choses? Ouais, plus largement ouais, le Web3, donc les blockchains, les crypto-monnaies, leurs applications dans la finance décentralisée, dans la supply chain, dans tout ça, donc ouais, carrément. Ok. Donc quand tu disais que tu étais sur une filière à un moment bac pro un petit peu de design et que tu es allé sur plus généraliste, en fait plus généraliste dans le sens plus techno? Pas spécialement. Pas spécialement. Non, c'était au lycée encore, donc c'était vraiment quelque chose de complètement général. Et après aujourd'hui je suis étudiant dans le web, développement web. Donc, une école dédiée? Ouais, c'est ça. Ouais, comment elle s'appelle? C'est Éthique. Éthique. Et c'est du coup développement web, aussi un peu de marketing digital et du design, du UX, UI. T'es en quelle année? Troisième, quatrième? Quatrième année. Ouais. Tu vas faire une 5e année pour un master's? Peut-être? Peut-être. Peut-être pas, les amis. Je sens que ça bouillonne d'idées dans sa tête. Ça, c'est bon. En fait, un jour, on se retrouvera dans le métavers, alors? Ouais, moi, je suis moins emballé par cette vision de métaverse-là, du fait qu'au lieu, enfin, de ce que les gens s'imaginent quand on parle de ça, et ce que moi aussi je m'imagine, c'est que au lieu d'aller dans un bar, on enfilera notre casque, on ira au bar virtuel. Moi, c'est pas quelque chose qui m'emballe, mais je pense que plutôt que de rentrer en compétition avec le réel, c'est des technos qui peuvent cohabiter et apporter quelque chose en plus. Mais je vois pas ça comme quelque chose qui va remplacer les réels avec les casques VR, etc. Ah ben moi, j'y crois pas non plus. Ouais. Moi, je pense que quand on se projette en se disant ça va être un truc similaire à ce qu'il y a aujourd'hui, et je pense que ça ne marchera pas. En tout cas, ça fera exploser la bulle, comme pour le web. Le web, il a explosé fin 90, début 2000, il a explosé parce qu'on croyait qu'on allait faire la même chose. Et ce qui a marché, en fait, c'est des trucs qui n'existaient pas. Voilà. En 2000, on n'imaginait pas Twitter, TikTok, ces trucs-là. Je ne dis pas que c'est bien, ces technos-là, c'est bien ou pas bien, on ne les imaginait pas. Et je pense que ce qui a mis à penser dans le métavers, c'est autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que tu as vu le film Ready Player One. Ouais. Je pense que Ready Player One, justement, nous nourrit sur ce monde horrible au quotidien, et où on arrive à émerger dans un monde un peu mieux, justement dans ce monde imaginaire qui est bien illustré dans le film. Mais je pense que ça, c'est une vision des années 80. Et c'est pas celle à laquelle toi tu réfléchis, en tout cas c'est pas ce que tu as envie de développer.
Non, clairement pas. Clairement pas. Pour moi, l'idée, c'est pas de répliquer le monde réel dans le virtuel et de rajouter par-dessus tout ça du NFT, des NFT et de la crypto. C'est plus de développer des usages qui vont permettre d'améliorer le monde réel, de désintermédier, de décentraliser tout ça et de permettre de distribuer un peu les cartes et de permettre à tout le monde d'avoir aussi sa chance dans cet écosystème. Eh oui, c'est clair les amis, si tout ça c'est un peu obscur, restez connectés quand vous entendez parler de métavers, NFT, blockchain, crypto. N'y voyez pas le mal, mais ce sont des choses intéressantes et c'est quand même une partie de l'avenir. En termes de technologie, donc si vous voulez essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se passe dans la tête d'un jeune, il faut quand même regarder ça avec intérêt. On enchaîne pour la dernière séquence, parce qu'on a bien compris qu'il était comme nous, c'est que dès qu'il a une nouvelle montre, il pense à la suivante, et là tu penses à la... Je pense à plusieurs montres. Ah, c'est bon ça. Alors, dis-nous. Alors, il me semble que c'est la Tudor Black Bay Pro qui a été annoncée là au... Ah mais là, attends, les amis, tu t'es fait défoncer par le Rolex Tudor, par le marketing de Tudor là. Ouais, mais elle est très très sympa. Elle emprunte aussi pas mal à un ancien modèle d'Explorer. Ah ouais, non mais là, je me suis pas excité, mais là, je sens que je vais m'exciter, quoi. Je veux dire, attends, t'as une référence à 5 chiffres d'une D-Date. Ouais. D'accord ? Va te chercher une Rolex Explorer 2 1675, d'accord ? Plutôt que, franchement, les amis, ça va, quoi. Cette Tudor Black Bay Pro, franchement, ils sont vraiment pas fatigués, quoi. Non, mais je trouve que c'est un modèle qui est réussi. Après, reste à voir l'épaisseur. Moi, c'est ce qui me fait peur sur ce modèle-là. Elle est beaucoup plus épaisse. C'est une bonne question. Moi, je n'en sais rien, les amis, parce que je vous avoue que quand les nouveautés sortent, moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix des clients, quoi. Donc, qui est un client, s'il y a un possesseur déjà de Tudor Black Bay Pro, je pense à toi, Serge. Hein, tu es toujours dans les premiers sur les Tudor. C'est vrai que si cette Tudor Black Bay Pro, elle vient dans la lignée de la Black Bay classique en 41, là, c'est trop épais. Voilà, si elle vient plutôt, ils ont surfé sur la 58, là ça va être peut-être mieux. On est à 15 mm je crois presque, on est à 14 mm donc c'est... Ouais. Chaud hein Tu l'as essayé? Non, mais je sais pas si elle est déjà en boutique, mais je vais peut-être faire un tour après et qui sait ça me donne envie, tu sais quoi? Ça me donne envie les amis. Olivier, tu te reconnaîtras, il faut que tu viennes avec ta Frexion. Donc l'Explorer 2 1675. Et oui les amis, il en a une, il est déjà venu. Je suis sûr qu'il reviendra parce que là il y a un programme spécial petite montre entre amis, le retour, et je pense que le président sera content. Donc Tudor Black Bay Pro est budget beaucoup plus tenu qu'une D-Date. Là on est à quoi? 3000 entre 3 et 4000 ouais, 3800 je crois, sur le bracelet métallique. En tout cas les amis, je suis un peu chaud dessus parce que je trouve ça franchement trop facile de faire ça, mais d'un autre côté, maintenant moi je suis chef d'entreprise, les amis, je suis entrepreneur, je m'appelle Rolex tout au-dessus et machin, qu'est-ce qu'on fait chez Tudor? Ils font ça. Et ça va être un tabac, ce truc-là. Ok, donc Tudor Black Bay Pro. Ouais. Et une montre aussi qui me fait une récence? Non. Une montre aussi qui me fait beaucoup envie, c'est une Nautilus, mais une 3800. Du coup, les anciennes références, il me semble que c'est du 37 mm. Plus petite, ouais. Ouais, c'est ça, qui me fait beaucoup envie. Ah non, mais là, attends, il faut que tu turbines comme un malade. Ou alors, en plus d'être étudiant, tu as monté du business, quoi. Ouais, là, il va falloir travailler. Ouais, parce qu'attends, 3800, plus petit modèle. Donc ça, il y a 10 ans, personne n'en voulait, hein, pour faire simple. Et aujourd'hui, comme une 3700, une 5711, de toute façon, c'est soit introuvable, soit à des prix délirants. J'imagine que la 38 s'est fait aspirer dans la stratosphère du délire. Sur le cadran bleu, tout en acier, il me semble qu'on est à 55. 50, 55. Ok, donc tu es plutôt sur la Tudor en priorité ou... On va passer sur la Tudor. Il y a un peu de chemin à faire avant la 3800. D'accord. Et une petite troisième pour la route là. Est-ce que tu montes en puissance sur la troisième ou tu vas revenir sur du raisonnable? Je vais revenir sur du raisonnable. Je pense. Pas si raisonnable que ça en fait. J'avoue que les day-date modernes m'intéressent beaucoup. Et en particulier, celle que tout le monde s'arrache, mais la 50e anniversaire, enfin celle qui est dite 50e anniversaire, du coup en or rose, avec le cadran vert soleillé et les chiffres romains, qui est absolument incroyable. 36 ou 40?
40. Ouais. Elle existe en 36 aussi? Je crois pas que cette référence, en tout cas ce cadran, etc., existe en 36. Ouais, mais en tout cas, elle est extraordinaire. Ouais. Donc chiffre romain, c'est ton truc quand même? Ouais, j'aime beaucoup les chiffres romains. Ouais. Bah oui, si t'aimes bien Cartier... J'aime bien Cartier, j'ai la Wimbledon aussi avec les chiffres romains. Bien sûr. Là, c'est quoi le marché à l'heure actuelle des dates en 40? Il y en a pas? C'est liste d'attente, c'est comme tout le reste? Ouais, le marché est dingue. Ouais. Donc, carrément. Donc là, on a Black Bay, Tudor Black Bay Pro, Patek Philippe Nautilus 3800, donc en 37 mm, donc plus petite que la dite Jumbo. Et là, on a une autre des dates, or rose cadran vert en 40 mm. Ouais. Si on met de côté le prix, même si c'est une dimension forcément extrêmement importante, mais celle qui te fait le plus saliver, où tu te dis, si je pouvais prendre une seule des trois, mais n'importe laquelle, ce serait laquelle? Moi j'ai la 3800. C'est une marque que j'ai pas dans ma collection. C'est une montre déjà vintage, donc rien que d'imaginer le feeling du bracelet, etc., c'est quelque chose qui pour moi aura plus de charme que par exemple la Day-Date ou la Tudor. Et le modèle qu'est la Nautilus, le design, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Pas mal du tout, les amis. J'ai une question pour toi sur cette 3800. Elle a donc le boîtier historique des Nautilus avec l'oreille à 9 heures, enfin la plat. Pas arrondi comme les deux. Une question que je me pose, ça. Parce que le boîtier originel, les amis, de la première Nautilus est différent de celui d'aujourd'hui. Il est, en tout cas, sur les côtés, là, notamment à 9 heures, on est vraiment très droit, ce qui rend la montre un petit peu plus carrée que le modèle actuel. Je ne saurais pas dire, pourtant je l'ai essayé, mais c'est pas quelque chose qui m'est resté en tête. Tu vas t'y prendre de la même façon pour aller sur une montre comme ça? Tu vas regarder qui est bien spécialisé sur ce modèle, sur cette marque? Je préfère toujours passer par des professionnels là-dessus, puis pour l'assurance, etc., je suis beaucoup moins expert que donc je préfère passer par des tiers de confiance là-dessus que par des particuliers directement. Oui, bien sûr. Petit rappel, les amis, quand vous achetez quelque chose, quoi que ce soit dans la vie, vous l'achetez à un particulier, vous n'avez aucune assurance, aucune garantie de rien. Donc s'il y a un problème, si c'est une fausse, c'est votre problème. Et là, juridiquement, c'est difficile. Quand vous achetez à un professionnel, le propre du professionnel, c'est qu'il est réputé comme étant quelqu'un qui sait mieux que vous et donc qui sait ce qu'il vous vend. Et donc s'il y a un problème, juridiquement, c'est plus facile en termes de couverture pour expliquer que un professionnel m'a vendu quelque chose de défectueux, d'erroné, etc. Et clairement, dans cette gamme de prix, vu le nombre de fakes qu'il y a sur le marché de bricolage, c'est plutôt pas mal. Oui, il faut être prudent. Quel timing pour ça? Je suis pas pressé. Pas pressé, tranquille. Ouais, je me laisse... Avant tes 30 ans quand même. Ah oui, les amis, on s'est régalé. Quelle maturité encore chez les jeunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Victor qui était venu aussi sur la chaîne. C'est cool de se dire que franchement, il y a des jeunes qui s'arrachent, qui sont entrepreneurs et qui ont des idées, qui font des choses, qui produisent avec leurs mains et avec leur tête et qui s'achètent des belles montres. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Franchement, avec ça... Là, on le reverra en saison 5, 10, 15, 20 même. Je serai encore là, les amis, sur la très longue durée. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. C'est super, Lucien. Je suis ravi de t'avoir accueilli. Ouais, ravi d'avoir été là. Si vous voulez participer, c'est super simple. Vous faites comme Lucien. www.dalichous.fr, il y a un formulaire, vous le remplissez, vous me dites de quoi vous voulez parler. On trouve un moment pour enregistrer. Ici, à distance, peu importe. Il y a une liste d'attente qui est non négligeable, les amis. La saison 3 va bientôt se terminer, il y aura un petit break pendant l'été et on redémarrera pour la saison 4 en septembre. Ciao, ciao. Ciao. Salut les amis, à bientôt. Bye bye.